7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Elisabeth Borne a laissé place au gouvernement Attal. Alors nous en parlions tout au long de la semaine dernière et jeudi dernier, un coup de tonnerre a retenti dans cette course au remaniement. À la surprise générale, Rima Abdul Malak a laissé place à Rachida Dati au ministère de la Culture. C'est Emmanuel Macron lui-même qui aurait débauché donc la maire du 7e arrondissement. Je rappelle, Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy, figure de proue des Républicains, anciennement UNP. Rachida Dati au gouvernement représente une véritable prise de guerre pour la Macronie. Alors, la nouvelle ministre a été exclue dans la foulée de sa famille politique par Éric Ciotti. Alors, est-ce une trahison? Est-ce par opportunisme? Que représente la nomination de Rachida Dati à la culture? La maire du 7e devrait conserver son mandat, malgré la loi sur l'interdiction du cumul. Elle souhaite garder un pied sur le terrain en vue des prochaines échéances municipales. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Yves Pozzo di Borgo. Bonjour Yves Pozzo di Borgo. Je rappelle, vous êtes ancien sénateur du groupe Union Centriste. Alors, Rachida Dati a fait le choix de rallier le gouvernement de Gabriel Attal. Au même moment, jeudi soir dernier, le président du parti, Éric Ciotti, donnait ses traditionnels vœux pour 2024. Voilà, donc l'année commence mal pour les Républicains. Donc, quel a été votre sentiment quand vous avez face à cette nomination? Est-ce que vous vous y attendiez déjà? Rachida Dati à un poste comme à la culture? Non, je crois d'abord qu'avant de dire ce que je pense de cette arrivée de Rachida Dati au gouvernement, je crois qu'il faut d'abord resituer ce qu'est ce gouvernement. D'abord, je crois qu'il y a un point positif, et puis il faut toujours donner sa chance aux personnes qui arrivent. C'est un gouvernement avec un Premier ministre jeune, c'est une bonne image pour la France, on peut dire tout ce qu'on veut. Alors ça, c'est le point positif, et puis je crois qu'il faut lui laisser sa chance. On peut pas. Alors c'est vrai qu'on peut toujours dire qu'il... Mais ce gouvernement part quand même avec un gros handicap. Premièrement, le ministre Attal, si vous voulez, a eu 3 postes importants. D'abord porte-parole du gouvernement pendant la crise du Covid, où là, il a affirmé des contre-vérités, mais extraordinaires, notamment sur les non-vaccinés. Enfin, c'était fou. Ça, il y a une responsabilité morale derrière tout cela qui, un jour, je pense, la justice va récupérer. Un deuxième élément qui est important, il a été aussi au budget. Et il faut constater qu'en France, nous sommes là même, mais il est quand même responsable d'un déficit énorme, historique. Plus de 3 000 milliards de déficit, c'est extraordinaire. Et troisième élément, il a fait de bonnes déclarations au ministère de l'Éducation nationale, mais c'est un ministère, moi j'étais inspecteur général de ce ministère pendant 8 ans, c'est un ministère qui est une très belle machine extraordinaire, mais qui est lourd. Je veux dire, c'est un énorme paquebot, et quand on prend des décisions, il faut 3-4 ans vraiment pour que ça rentre dans les faits. Alors on peut difficilement le juger. Donc il arrive, si vous voulez, avec, en tant que ministre, un bilan presque inexistant et même négatif, puisqu'il est quand même un des responsables du déficit du déficit français, qui est extraordinaire, de la dette française, et donc il part quand même avec des Deuxième élément qui est très négatif, si vous voulez, c'est un gouvernement qui est très, j'allais dire, parisien. Enfin, et je crois que la caricature de ce gouvernement, c'est la ministre des Sports, Madame Oudéa. Je relisais encore récemment devant l'Assemblée nationale elle se plaignait que 500 000 euros quand elle était à la Fédération de tennis, c'était pas beaucoup. Mais ce sont des gens qui vivent dans un autre monde. 500 000 euros par an. C'est d'ailleurs un scandale que toutes ces fédérations sportives, rugby, foot, aient des salaires de ce genre. Et elle se plaignait que c'était pas assez. Mais enfin, on a vraiment l'impression, elle est l'ADN de ce gouvernement. C'est le problème. C'est pas un gouvernement de France. Et pratiquement avant, quand on créait un gouvernement, quand on formait un gouvernement, on s'assurait que toutes les régions de France soient représentées. Là, c'est les seules régions, c'est Paris, les beaux quartiers de Paris, et puis quelques arrondissements ou des départements où les Parisiens ont leur maison de campagne. Et surtout, je crois que l'ADN de ce gouvernement, si vous voulez, c'est, les gens de Paris qui connaissent Paris, leur maison de campagne à Normandie, et puis connaissent Saint-Tropez, Courchevel. C'est ça l'ADN. D'ailleurs, on l'a bien vu. Là. Elle rentre dans un domaine qui est extraordinaire, une très belle machine qui est l'éducation nationale, et puis elle sort les bêtises qu'elle sort. Alors, c'est pas pour contester Stan qui est une magnifique école, mais c'est pas le problème. C'est la façon dont elle méprise dans ce qu'elle a dit, le travail des enseignants, les millions d'enseignants français qui sont d'une qualité extraordinaire, qui le font ça de façon difficile, et ça, c'est là. Et là, vous avez Rachida qui arrive. Alors, Rachida, on peut dire, ah oui, bien sûr, Rachida,
Rachida, elle est comme tous les autres, puisqu'elle est maire du 7e arrondissement. Moi, ancienne ministre de la ancienne Justice. ministre de la Justice, et puis maire du 7e arrondissement. Moi-même, j'ai été avec elle pendant 12 ans, c'est pour ça que je la connais bien. Et je crois que ce qu'il y a l'important, et je crois que c'est la chance de Macron, c'est la chance d'ailleurs d'Attal d'avoir Rachida Dati. Pourquoi ? On la connaît très mal, Rachida Dati. Je crois que Rachida Dati, si vous voulez, elle est la critique. C'est quelqu'un qui porte la lumière. Je veux dire, quand elle fait quelque chose, tout le monde est derrière elle. Moi, je vois dans le 7e, quand elle arrive dans un quartier, mais c'est presque l'émeute chaque fois. Enfin, je dis, c'est extraordinaire, c'est une star. C'est une star. Mais c'est pas qu'une star. Rachida Dati, c'est aussi quelqu'un qui est l'émanation du peuple. Moi, j'ai connu beaucoup d'hommes politiques. J'ai travaillé avec des gens comme Giscard. J'ai connu beaucoup d'hommes politiques. J'ai été des collègues, d'autres qui étaient quand j'étais beaucoup plus jeune. Jamais je n'ai vu quelqu'un qui soit aussi représentatif du peuple que Rachida Dati. Rachida Dati, il faut bien comprendre que c'est une fille d'immigrés, qui a une famille très solide avec un père et une mère qui l'ont accompagnée. Et dans un milieu très dur. Ils vivaient dans des quartiers difficiles. Elle était dans une pauvreté. Ils vivaient à plusieurs dans la même chambre. Elle avait vraiment, c'est extraordinaire ce qu'elle a vécu. C'est une expérience que qu'aucun homme politique a. Et c'est ce qu'a fait sa richesse. Et moi, j'étais avec elle, 12 ans, conseiller de Paris avec elle, à la mairie du 7e arrondissement. Donc, on se voyait régulièrement et à la mairie, dans toutes les affaires de la mairie, et au conseil de Paris. Et ce que j'ai constaté quand j'ai observé, quand il y avait un dossier, d'abord qu'elle était très sérieuse dans les dossiers quand elle les prenait. Elle les gérait très bien, avec intelligence, mais surtout avec une qualité que peu d'hommes politiques ont, c'est qu'elle aime les gens et surtout qu'elle est très attentionnée à ce qu'on appelle, malheureusement avec un mot un peu négatif, les petites gens. Mais c'est extraordinaire cette qualité-là. Et c'est naturel. C'est naturel. C'est quelque chose qu'elle a au fond d'elle. Elle a une empathie extraordinaire pour les gens. Elle aime les gens. Et ça, si vous voulez, je crois que c'est un des éléments importants de cette arrivée de Rachida Dati dans ce gouvernement qui est un peu un gouvernement, j'allais dire, de Courchevel, de Saint-Tropez. Elle arrive, même si elle est élue maire et va rester maire du 7e arrondissement, parce que vous savez que les mairies d'arrondissement de Paris ou de Lyon ou de Marseille n'ont pas un statut de municipalité. C'est la raison pour laquelle elle peut rester maire. Qu'elle peut cumuler les deux. Elle peut cumuler les deux, c'est pas vrai. Mais voilà, et je crois que ça... Macron, en dehors de tout ce qu'on peut dire, a fait une très belle opération, parce que c'est lui qui a traité directement ça, a fait une très belle opération en faisant Rachida Dati. Alors, moi, je suis plutôt sceptique, mais en même temps, je laisse sa chance au gouvernement, mais je pense que l'élément positif de cette arrivée, c'est cette empathie qu'a Rachida Dati pour le peuple. Alors, je voulais dire un deuxième élément. Oui. Moi, je crois aussi... D'abord, il faut savoir que quand vous êtes conseiller de Paris, ou maire d'arrondissement, pardon, vous connaissez bien les dossiers d'éducation nationale. Parce que d'abord, vous gérez les écoles, les collèges, et puis également, vous êtes obligé, même si c'est la compétence de la région, suivre les lycées. Et donc, quand vous êtes élu, vous avez automatiquement une expérience de ce qu'est l'éducation nationale. Et moi, je crois que j'avais un conseil donné au gouvernement, je ne suis pas, évidemment, il ne m'écoute pas, que je mettrai Rachida Dati, ministre de la Culture, et ministre de l'Éducation nationale, comme l'était Jacques Lang en 92-93. Jacques Lang en 92-93, ils avaient compris l'intelligence des choses. Et là, je crois que c'était encore le gouvernement. Le gouvernement, je crois, Bérégovoy, ils avaient compris que l'éducation nationale, c'est d'abord la culture. Et plutôt que de mettre Oudéa, qui est complètement déconnecté de ce monde, comme ministre de l'éducation nationale, moi, je serais Macron, je serais Attal. Très vite, je mettrais Oudéa, si vous voulez, à s'occuper des parties de tennis pour les Jeux Olympiques. Et je mettrais Rachida Dati, ministre de l'Éducation nationale de la culture. Oui, je dis ça parce qu'elle a été aussi au cabinet de Bayrou. Elle a travaillé avec lui. Elle connaît ce problème-là. Et s'il y avait vraiment quelqu'un, et puis surtout cette empathie, elle ne sortirait pas les bêtises que sort Oudéa sur l'éducation nationale. Mais on va revenir sur Oudéa et justement cette fusion, enfin en tout cas le ministre de l'Éducation nationale qui est rattaché à celui de la jeunesse et des sports. Mais est-ce que vous pensez que donc, la nomination de Rachida Dati, c'est un marchepied pour elle pour la mairie de Paris plus tard, c'est-à-dire qu'elle va être ministre de la culture et plus tard elle peut se positionner c'est évident, quand vous prenez d'abord la candidature de Rachida Dati à la ville de Paris, vous savez très bien qu'à la ville de Paris, personne ne vote pour le maire. C'est-à-dire que personne ne vote pour Hidalgo. Quand vous votez à Paris, vous votez pour le maire d'arrondissement.
Dans le 7e arrondissement, on vote pour Rachida Dati. Dans le 20e, on vote pour le maire du 20e. On ne vote pas pour Hidalgo. Et après, ce sont les 163 conseillers de Paris, moi j'étais longtemps comme ça, qui décident qui est le maire. C'est pour ça qu'on a un gros problème à Paris, c'est que le maire n'est pas représentatif des électeurs. Là, Hidalgo, actuellement, je crois qu'il n'y a même pas un petit tiers des Parisiens qui souhaiteraient qu'elle reste maire. Mais comme c'est... Voilà. Et ce qui s'est passé à la première élection municipale, rappelez-vous, ce sont les arrondissements qui font... Il y avait 2 arrondissements qui étaient... Il y avait égalité entre la gauche et la droite, et 2 arrondissements qui font la différence, le 12e et 14e, pour le deuxième tour. Et là, il y a eu un débat, d'après ce qu'on m'a dit, au sein de l'équipe Macron. Il y en avait comme Castaner et Bayrou qui étaient d'accord pour dire on retire les candidats du 12e et du 14e, comme ça Rachida aurait pu gagner et être maire de Paris. Et puis il y avait l'autre clan, qui était d'ailleurs le clan Séjourné Attal, d'après ce que l'on m'a dit, je n'ai pas de... qui lui a préféré jouer Hidalgo. Donc ils ont maintenant Hidalgo. Et je crois que Rachida, qui est très intelligente, d'ailleurs, serait une très bonne maire de Paris, franchement, en plus avec la maire qu'on a actuellement, mais je crois qu'elle s'est rendue compte, surtout aux législatives de 2022, vous vous souvenez, que tout l'électorat LR, tout l'électorat majoritaire qui parle, est parti En Marche. Elle s'est rendue compte, pratiquement aucun député LR n'a été élu, ou centriste. Aucun. C'est tous les députés En Marche, pratiquement, qui ont été élus, et la gauche, les deux. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait gagner Paris qu'avec l'électorat de Macron. Alors le problème, comment arriver à l'électorat de Macron sans trahir son camp ? Là, elle a fait, je pense que Macron a dû la voir souvent, ils ont dû en parler beaucoup, et je pense qu'elle a fait un choix qui est risqué, mais elle a fait un choix, je crois qu'il est... Je veux dire, c'est un petit peu Henri IV. Henri IV, si vous voulez, quand il a voulu être roi, il a dit « Paris vaut bien une messe ». Il a fait ça, et puis c'était quand même un grand roi. Alors on reproche à Rachida de trahir. Non, c'est la politique. Moi, je ne reproche pas ça. Parce que si elle veut être maire de Paris, elle est obligée d'avoir l'électorat En Marche. Elle l'a dit, je veux pas sauver je m'en fiche de sauver LR, moi ce que je veux c'est sauver Paris. Mais alors justement, quand on voit tous ces LR, je vais les citer, Bruno Le Maire, Christophe Béchu, Renaud Muselier, Gérald Darmanin, Aurore Berger, Catherine Vautrin, qui étaient donc tous LR qui sont passés donc à La République En Marche, est-ce que ça dégoûte pas finalement de la politique ? Non, c'était le même problème. Moi, j'ai commencé ma vie politique avec Giscard, je suis quand même assez vieux. Et on se dit qu'il y a une porosité entre LR et le problème à l'époque, il y avait une tension très forte entre Chirac et Giscard, pratiquement de 78 à 81, pratiquement où tous les textes ont été votés avec le 49-3, un petit peu comme maintenant. Et à l'époque, rappelez-vous, le nombre de gens, des barons de ce qu'on appelait à l'époque l'UDR, puis le RPR, c'était les perfis, tout ça, étaient... était avec Giscard. C'était un petit peu les Maire et les Darmanin. Puis deuxièmement, moi je suis pas LR, et puis j'ai pas donné de caution à LR, mais c'est vrai qu'ils ont un problème de stratégie. Vous êtes dans l'opposition, puis vous votez tous les textes de Macron. Je veux dire, c'est un peu ce que dit Sarkozy. Il dit, vous aimez pas Macron, ce qui est vrai, moi, je suis un peu comme eux, mais vous n'aimez pas Macron, mais le problème de la politique, c'est d'abord la stratégie. Et Sarkozy, qui a des expériences présidentielles, dit, de toute façon, vous ne gagnerez que si vous allez avec Macron. Je peux pas, moi, me mettre à la place des LR, parce qu'ils ont le tempérament, mais le problème, je ne comprends pas leur position. Que ce soit au Sénat avec Larcher et puis le groupe LR au Sénat, tous les textes de Macron passent. Macron n'a pas d'opposition. Je veux dire, en plus avec le 49.3, mais ce qui s'est passé par le 49.3, moi, je n'en reviens pas. Mais justement, prendre Rachida Dati, c'est aussi une manière de canaliser les LR, de les phagocyter à l'Assemblée. Je ne suis pas sûr, mais pour Macron, qui est quand même président, parce que moi, j'accorde quand même au président une espérance qu'on n'a pas nous. Et quand vous avez été Sarkozy, Hollande ou Macron, si vous voulez, vous avez une vision présidentielle que n'ont pas l'homme politique classique. Et la logique présidentielle veut rassembler les choses. Et Macron, comme à l'époque d'ailleurs Giscard, qui cherchait à faire avoir le RPR, enfin l'UDR, le RPR avec lui, pareil, Macron essayait d'avoir le LR avec lui. C'est vrai que pour le LR, c'est quand même, moi je vois, qui sont dans l'opposition, toujours brutalement dans l'opposition, c'est être quand même un choc que Rachida, qui est quand même quelqu'un qui prend la lumière, qui n'est pas n'importe qui est quand même quelqu'un d'exceptionnel, qui n'est pas uniquement exceptionnel par sa médiatisation, mais parce qu'elle est ce qu'elle est, elle connaît les dossiers, elle a une sensibilité du pays qui est extraordinaire. Peut-être une des femmes politiques qui a le plus, sent mieux le pays que n'importe qui, bien qu'elle soit maire du 7e arrondissement, quartier privilégié de Paris, le quartier des riches, des milliardaires. Non, elle sent ce pays. Elle sent ce pays, et ce que vous dites, c'est qu'elle est plutôt populaire, plutôt une fibre populaire, qu'elle n'est pas dans cette gauche Courchevel 16e arrondissement. Et justement, aussi, elle n'a pas une culture woke comme pourraient avoir d'autres anciens ministres de la culture. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous ? Avec
avec tout ce débat sur l'immigration, mais je ne sais pas, mais Rachida est le symbole même de cette immigration réussie. Elle s'est vraiment, elle s'est coulée dans le moule de la France. Elle est vraiment, enfin moi je retrouve en elle, moi qui suis un vieux conservateur, même si c'était centriste, j'essaie d'être un peu plus original, mais je retrouve en elle toutes les valeurs que j'ai toujours défendues dans ma vie. Elle les exprime et elle les vit surtout. Elle est vie, je veux dire, c'est pas uniquement, elle est avec une vie qui a été très difficile pour elle, mais c'est une vie extraordinaire. Je veux dire, c'est un personnage, je veux dire, qui va rester dans l'histoire de France. Alors, je voulais finir avec vous sur Amélie Oudéa-Castéra. Vous en avez parlé. Justement, vous êtes ancien inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et de la recherche. Et de la recherche. Alors, justement, que reproche... C'était avant. Maintenant, ils ont rajouté le sport. C'est pour ça qu'elle a pris le sport et l'éducation. Et ben voilà, justement, cette fusion, en tout cas, François-Xavier Bellamy a trouvé ça inacceptable. Notamment, il explique que le nouveau ministre, Premier ministre Gabriel Attal, ne met pas l'éducation au centre de son ministère. C'est évident. Enfin, moi, je connais ce ministère. C'est un ministère qui est extraordinaire. J'ai fait des inspections dans les lycées, dans les collèges, dans les rectorats. C'est une machine extraordinaire. C'est des gens de talent extraordinaire. Alors évidemment, il y a des difficultés, mais les difficultés proviennent aussi du financement, le refus du financement que l'on a. L'éducation nationale est un système qu'on devrait beaucoup plus financer. Quand vous pensez tout cet argent qui part en Ukraine ou ailleurs, mais c'est fou. On ferait mieux de mettre ça évidemment sur les hôpitaux, mais aussi sur le système éducatif. Des pays comme la Finlande, ils mettent beaucoup d'argent dans le système éducatif. C'est ce qui fait la France. En plus de ça, on a une immigration qui est forte, donc il faut mettre beaucoup plus de moyens pour intégrer tous ces enfants. Quand vous pensez qu'il y a des écoles dans l'est de Paris ou ailleurs, dans le nord, où il y a je ne sais plus combien de nationalités, mais il faut investir. Il faut que les salaires des professeurs soient beaucoup plus importants. C'est pas normal, si vous voulez, actuellement, on ait des difficultés pour recruter des enseignants, parce que justement, les salaires ne sont pas au niveau. C'est un effort, mais énorme. On devrait, en fait, ça va être la priorité beaucoup plus. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train d'essayer de monter le budget militaire. Pourquoi ? Pour une guerre complètement stupide. Non, je crois au contraire que là, il y a vraiment... Alors, on va voir si Attal le fait. Mais Attal, nommer Oudéa à l'éducation nationale, même si on peut comprendre en disant je reste ministre de l'éducation nationale et puis je mets quelqu'un qui est bien gentil, mais qui est un peu nunuche, mais je le mets. On peut comprendre ça. Mais non. Le ministère de l'Éducation nationale est un ministère énorme, c'est pratiquement le ministère le plus important, et c'est là qu'on a intérêt à mettre quelqu'un qui a du talent, de l'intelligence, qui sent le pays. C'est pour ça que Rachida Dati serait magnifiquement une très bonne ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, comme Jacques Lang, 92-93. Écoutez, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Yves Pozzo di Borgo. Je rappelle, vous êtes ancien sénateur du groupe Union Centriste, et puis on continuera évidemment à voir l'évolution de ce gouvernement avec vous, et on fera le bilan peut-être de Rachida Dati d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines. Merci à vous. Très bien, merci beaucoup de votre accueil. Merci.